Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette conférence euh, qui est organisée par l'AMCF sous le thème Reporting extra-financier, état des lieux au Maroc et convergence vers les standards internationaux. Donc, alors, on va tout de suite démarrer donc, notre webinaire. Je vois que vous êtes voilà, donc là, on va démarrer aussi l'enregistrement du webinaire. Comme ça, pour les gens qui n'ont pas pu assister, qui pourraient donc revoir le replay plus tard. Là, effectivement, donc, je vois que vous étiez donc, assez nombreux à vous inscrire et donc, nous comptons parmi nous des membres de l'association, bien évidemment, et aussi des non-adhérents de la MCF, ce qui dénote de l'intérêt qui est porté au sujet et aussi de sa transversalité. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, j'aimerais rappeler que la MCF, l'Association marocaine des consolideurs financiers, a été créée en 2018. Et depuis son démarrage, la MCF n'a pas cessé d'attirer un nombre important d'adhérents et de partenaires. Aujourd'hui, nous comptons plus de 150 adhérents, membres de l'association, qui sont issus de profils différents, donc de la sphère de la finance. Nous comptons parmi nous, bien évidemment, des consolideurs, des responsables de consolidation, des responsables financiers, et aussi des auditeurs et des représentants et associés de cabinets d'audit et de cabinets spécialisés en consolidation et également des représentants des organismes régulateurs comme l'AMF. Nous avons aussi des partenaires d'associations comme l'Association française des consolideurs, l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, la DFCG. En France, nous avons nos partenaires académiques qui sont l'ISCAE, le CIRCOP, l'NCG Tansé, Francis Lefebvre aussi, formation, et bien évidemment nos partenaires. Alors, je vais vous demander si c'est possible de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Et si vous avez donc des questions, vous pouvez les mettre sur la file de discussion au fil du débat. Et on prendra donc un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Alors, moi-même, je suis Madame Siha Makla, je suis membre de la MCF et je suis ravie de modérer ce webinaire en présence de nos deux consultants experts en reporting financier, pas financier, Monsieur François Lenoir, associé du cabinet Conso & Co en France, et Monsieur Omar Amin, associé fondateur du cabinet Aux Finances au Maroc. Alors, reporting durable, reporting ESG, taxonomie verte, tout le monde en parle et quel que soit le terme choisi, le sujet est le même. Donc, il s'agit de remettre la responsabilité sociétale des entreprises au cœur des préoccupations des acteurs financiers, des acteurs économiques, et miser sur la communication de ces enjeux RSE à travers un reporting extra-financier bien étoffé et bien structuré. Donc, néanmoins, bien que plusieurs pays, justement, se sont engagés dans cet exercice, et que plusieurs réglementations ont vu le jour afin d'harmoniser les standards à l'échelle nationale et aussi internationale, nous avons bien constaté que certains pays ont pris une longueur d'avance sur ce sujet par rapport à d'autres. Et l'Europe, notamment la France, est pionnière en matière d'initiatives et de réglementation qui visent à améliorer justement la qualité de ces reportings financiers et étendre leur champ d'application sur plusieurs catégories de sociétés. Alors, Monsieur François Lenoir, vous êtes consultant expert en consolidation et reporting IFRS et extra-financier, et vous avez acquis une expérience de 20 ans chez Deloitte et puis fondateur associé au cabinet Atliance qui est intégré chez Grant Thornton. Et en 2020, vous êtes fondateur de Conso & Co, qui est une plateforme LMS conseil opérationnel et formation au reporting financier et extra-financier.
Donc, Monsieur François, de par votre expérience en matière de conseil et d'accompagnement des entreprises sur des sujets liés à la production de ces reporting extra-financiers et aussi sur des sujets de compliance et obligations réglementaires, pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la réglementation en vigueur, que ce soit à l'échelle internationale ou en Europe, précisément la France? À vous la parole, Monsieur François. Merci beaucoup, Siam. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être partager, pour que ce soit plus clair et accompagner ce que je dis, un support que j'avais préparé. J'espère que vous le voyez à l'écran. Est-ce que tout le monde voit cet écran? Pas encore. Est-ce que vous voyez l'écran arriver? Non, non, non. Pas encore affiché. Pardon, s'il vous plaît, je pense que Là, là, vous le voyez? très bien, très bien, on voit bien. S'il vous plaît, encore une fois, si vous pouvez désactiver vos micros. Voilà, les caméras prennent peut-être de la bande passante. Donc, encore une fois, je suis ravi de vous accompagner là, dans votre webinaire et surtout de prendre contact avec vous, associations, des sociétés marocaines. Donc, vous l'avez dit, moi, je suis spécialiste, mais ça fait plus de 20 ans que je fais du reporting financier, des normes IFRS, des standards internationaux en matière comptable et financière. J'ai des lecteurs marocains sur un blog que je publie sur Conso & Co. J'ai travaillé pour des entreprises marocaines en consolidation dans le passé. Donc, voilà, vous m'avez contacté. Je suis ravi de prendre la parole ici pour essayer de vous dire ce qui se passe sur ces thèmes extra-financiers dans le monde, d'une part, et puis pour répondre à votre question, en Europe et en particulier en France. Donc, on vous renverra le support, vous verrez mon profil, mais en tout cas, je suis prêt à accompagner, moi, des entreprises qui ont une réflexion en amont pour savoir quoi publier sur ces sujets, pour se conformer aussi à une réglementation lorsqu'elle est émise. Donc, ce sera peut-être une réglementation marocaine, mais elle existe déjà au plan mondial pour un certain nombre d'entreprises. Donc, des entreprises marocaines, on peut les aider à se conformer à ces textes ou à ces standards. Alors, je vais les rappeler. L'état des lieux de la standardisation et de la réglementation extra-financière, d'abord, de quoi parle-t-on? On parle d'objectifs quand même bien cernés aujourd'hui qui ont été définis par les Nations Unies. En fait, quand on parle de développement durable et de critères ESG, c'est pour l'environnement, le respect de l'environnement. Le deuxième, dans l'acronyme, c'est le S, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'homme, au travail, au social. Et la troisième dimension, c'est G, la gouvernance, donc les problématiques d'éthique dans les affaires, de fiscalité par exemple, de conflit d'intérêts, etc. Donc c'est un sujet assez large pour promouvoir le développement durable des activités économiques et le respect d'un certain nombre de choses. Alors pour ça, au plan mondial et de longue date déjà, les Nations Unies ont travaillé et ont émis en fait un référentiel qui s'appelle le référentiel des objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17, je ne vais pas vous ennuyer en les énumérant ici. Et ils sont très appliqués par les entreprises qui n'ont pas dans leurs obligations réglementaires nationales de principes bien établis. Donc on s'y réfère très très couramment dans les rapports de développement durable émis par toutes les entreprises mondiales, donc les ODD des Nations Unies. Vous avez un deuxième référentiel de Global Reporting Initiative qui est assez proche des États-Unis, mais qui permet qui a abouti au rapport intégré, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, au-delà des rapports financiers, un ensemble de standards du GRI qui permettent de publier un rapport plus global, dit rapport intégré, sur des objectifs de développement durable, ceux que j'ai cités précédemment. Mais ce qui se passe actuellement au plan mondial, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un regroupement là qui est tout à fait récent, hein, on parle de novembre 2021, avec des forces très puissantes en fait, mondiales, sous l'égide des Nations Unies,
pardon, de la fondation IFRS, excusez-moi, où on réunit en fait un certain nombre d'organismes sous l'International Sustainability Standard Board qui va émettre des normes de durabilité qui sont un peu comparables, si on regarde la finance et la compta, un peu à ce qu'étaient les normes IFRS au moment de leur naissance, donc les normes internationales comptables. Donc on va avoir un référentiel aujourd'hui mondial qui est en train de réfléchir surtout sur un programme, mais qui va être assez court terme, d'émission de normes qui vont s'appeler des standards, en fait, Sustainability Disclosure Standards, un peu conformes à ce qui s'est passé pour les IFRS. Donc une normalisation mondiale vraiment en marche, en accélération depuis fin 2021. C'est un Français qui a pris la tête, c'est le président de Danone, en fait, qui a pris la tête de cet organisme mondial. Je passe rapidement pour ce qui se passe en Europe. En Europe, en fait, vous avez, et c'est en fait une compétition entre, d'une part, la puissance libérale anglo-saxonne, où les États-Unis, clairement, vont jouer un rôle important, d'une part, et puis l'Europe, qui a pris de vitesse un peu tout le monde et qui a émis, en fait, récemment un certain nombre de directives et de règlements fondamentaux qui visent à quatre choses, finalement: à flécher les capitaux, en fait, les flux de capitaux vers des investissements durables, donc vers des entreprises qui respectent des critères durables. Donc ce fléchage de capitaux, c'est pour réorienter la finance vers des investissements durables. Et c'est l'objet, en fait, d'un règlement qui s'appelle SFDR, c'est beaucoup d'acronymes dans ce métier, qui a été émis en 2019. Ensuite, l'émission d'un rapport de développement, enfin de sustainability, qui est en fait le pendant de ce que serait le rapport financier des comptes dans le domaine de la durabilité, avec une proposition de directive CSRD qui va essayer de normer des indicateurs. Donc c'est le troisième volant, en fait, de l'action de l'Union européenne, c'est de publier, en fait, rapidement un certain nombre de standards, comme l'ISSB va le faire au plan mondial, et on espère que ça va être tout à fait lisible d'un côté comme de l'autre, homogène. Les organismes vont se parler, bien évidemment. Sortir un certain nombre de standards pour que les indicateurs soient comparables d'une entreprise ou d'un secteur à l'autre. Et une accélération, dernier point, sur la publication, et j'y reviendrai tout à l'heure, dite de taxonomie verte en Europe, donc pour toutes les entreprises européennes, publier la part verte, en fait, de leur chiffre d'affaires, de leurs investissements et de certaines dépenses d'exploitation. Donc on a une accélération très forte, en fait, des obligations des entreprises européennes sur ces quatre axes que je viens de nommer. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que l'urgence mondiale, elle est autour du carbone et des gaz à effet de serre. Donc, c'est les émissions carbone qui sont visées en premier lieu dans le reporting durable. On n'oublie pas le reste, mais l'urgence, c'est vraiment la publication au niveau des entreprises, des émissions carbone, avec aujourd'hui une méthodologie qui a déjà fait ses preuves. Ça n'est pas récent, on sait faire cela, les standards existent et ne bougeront pas dans le futur. C'est notamment la segmentation des émissions en fonction des scopes ou des champs 1, 2, 3. Une méthodologie bien rodée, en fait, et que devront appliquer dans un délai assez rapide la plupart des acteurs mondiaux qui ont des émissions fortes au niveau carbone. Donc, je n'ai pas le temps de commenter ces trois scopes, mais sachez que la méthodologie existe, le référentiel existe, et toute entreprise peut se référer à ces standards pour publier une information carbone crédible au plan mondial ou local. Alors, À la fin de ma François, synthèse, simplement pour dire qui est, et je pense que c'est la deuxième partie de la présentation, réglementation ou non poussée ou moins poussée au Maroc ou dans tel ou tel pays, ou la France par exemple, il y a des enjeux de toute façon incontournables dans cette publication, cette transparence que j'ai résumée dans ce transparent pour les entreprises.
On doit respecter une réglementation, mais on doit répondre aussi aux attentes des consommateurs, de la société civile, des ONG. La finance verte aussi peut financer la transformation des sociétés, donc il va falloir publier des indicateurs pour rassurer et attirer cette filière. Bref, beaucoup de facteurs poussent à être transparent en matière ESG. Ben justement, alors, Monsieur François, alors, face à cette panoplie justement de réglementations, celles qui sont déjà en vigueur, celles qui vont venir, on aimerait bien juste qu'on comprenne un peu dans la pratique. Donc, vu que vous êtes à peu près plus proche des sociétés justement qui ont appliqué ces directives, comment dans la pratique les sociétés françaises, donc on peut en fait gérer cela, donc que ce soit sur le niveau organisationnel, en termes de KPI, en termes d'outils IT. Donc, généralement, comment vous pouvez évaluer cet exercice à date d'aujourd'hui? Moi, ce que je constate, nous, c'est notre métier, en fait. On accompagne des entreprises qui mettent le reporting extra-financier en marche dans leur organisation. Avant de voir dans le détail, je remets le contexte, c'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience, elle est récente. On en parle depuis longtemps, mais franchement, 2021 était une année charnière. Vous l'avez vu avec, en Europe et en France, un train de mesures, en fait, avec des directives et des réglementations qui poussent les entreprises à vraiment réagir. La taxonomie en France, donc la publication du chiffre d'affaires vert, des CAPEX verts et de certaines dépenses d'exploitation verte sur la base des comptes consolidés 2021 a poussé les entreprises françaises à mettre en place des systèmes d'information pour réaliser en fait ces codes-parts de chiffre d'affaires d'OPEX et CAPEX. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Le côté pratique, c'est vraiment l'application de la taxonomie. Et puis le rapport de développement durable, en France, il s'appelle la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, qui va être revu en fonction des nouveaux textes européens, est aussi en transformation et de plus en plus d'informations y sont présentes avec des indicateurs. Parce que je crois qu'on a un public qui fabrique d'une certaine façon des indicateurs, puisque quand on parle de consolideurs, moi c'est mon métier, c'est pour ça que je m'intéresse aux deux sujets, à la fois le reporting financier et extra-financier. On fabrique des indicateurs aujourd'hui de durabilité, il faut les consolider, il y a des conversions, on retrouve les mêmes problématiques finalement qu'en finance sur un certain nombre de ces indicateurs. Les outils qu'ont utilisés les entreprises pour produire le rapport de développement durable, le plus souvent, c'est au départ des outils, ce que j'ai qualifié gentiment de ad hoc, mais c'est souvent des tableurs, c'est de l'Excel en fait. Donc on essaye de répondre dans un premier temps avec quelque chose qui est peu coûteux, disponible et que tout le monde utilise, mais qui a le gros défaut en fait de ne pas pouvoir être évolutif et qui a les limites d'Excel dans l'absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas un système qu'on peut partager facilement. On n'est pas non plus en prévision. Donc, dans Excel, on fait des choses on regarde une période de 12 mois, mais on n'est pas capable de projeter et surtout de faire évoluer rapidement, comme le fait un système de PM en comptabilité, consolidation, planning, stratégie, les facteurs ou les critères environnementaux. Donc, les outils, en fait, c'est souvent des outils ad hoc. Et puis, les groupes se sont quand même aussi posé la question en parallèle pour le futur d'utiliser leur outil de consolidation pour consolider les indicateurs et les KPI ESG. Donc ça, c'est une tendance importante d'entreprises qui disent bah, je me suis déjà équipé en fait pour faire la consolidation financière, je vais utiliser le même outil pour faire ma consolidation extra-financière. Et enfin, certaines entreprises avaient déjà depuis longtemps des outils dédiés à la durabilité, notamment des outils de ressources humaines, en fait, ou des outils de conformité à des réglementations. Donc, ces outils se sont sophistiqués pour essayer de répondre aussi aux besoins de publication de rapports et de consolidation d'indicateurs durables. Donc, vous avez trois, finalement, façons de faire. Franchement, c'est la première qui a été le plus utilisée. On a encore utilisé beaucoup de tableurs. Nous, on essaye, dans ce cadre-là, de rationaliser et de rendre fiables ces tableurs, parce que l'information, elle est compliquée, mais ça reste un outil tout à fait possible. La
quand on intègre dans l'outil de consolidation, on passe par des étapes, évidemment, de cahier des charges pour définir ce qu'on va mettre comme indicateur et comment on les fabrique et comment on les consolide. C'est aussi notre métier, c'est-à-dire nous, on fait des cahiers des charges dans ce cas pour intégrer dans l'outil de consolidation les données nécessaires. Enfin, et je terminerai là, je ne vais pas prendre plus de temps, sachez quand même que dans tout le système d'information ESG, il y a deux choses qui sont très différentes des systèmes financiers, comptables et financiers. C'est un, les indicateurs dont on parle là, ce n'est pas du chiffre d'affaires, ce ne sont pas des charges, ce ne sont pas des IMO, ce ne sont pas des dettes. C'est plus compliqué que ça. Vous avez dans l'ensemble des indicateurs une panoplie d'indicateurs qui sont souvent calculés. Ça peut être des formules, ça peut être des clés de répartition à mettre pour arriver à l'indicateur. Il peut y avoir des pourcentages, il peut y avoir des sondages. Donc, on a une remontée d'indicateurs qui ne sont pas stabilisés aujourd'hui parce qu'on ne les connaît pas, ils sont en pleine évolution, et qui en plus sont très compliqués avec des sources multiples. C'est-à-dire que vous avez les systèmes RH qui donnent les données RH, vous avez des systèmes de production pour des indicateurs liés aux émissions, à la fabrication, aux émissions carbone par exemple. Et donc il faut connecter en fait à beaucoup de systèmes. Le système ESG de consolidation pour fabriquer la donnée dans les rapports de durabilité, il faut connecter à beaucoup de... Le deuxième aspect, c'est qu'en durabilité, on est surtout sur des trajectoires. On réfléchit toujours par rapport au futur. Donc, ce n'est pas tellement le passé qui nous intéresse. C'est beaucoup plus de dire, d'ici 2025, d'ici 2030, voilà, sur tel et tel indicateur, la trajectoire qu'on s'est fixée. Donc, on est un peu sur une notion de prévisionnel comme en finance, mais c'est vraiment le cœur du sujet, c'est faire évoluer les entreprises de manière vertueuse vers des objectifs. Et donc, c'est le pilotage qui est intéressant. Et donc, le système d'information, il est forcément axé vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de comparer où on en est par rapport à une trajectoire. Et donc ça, c'est moins présent. Bien sûr qu'on fait du budget et de la planification dans les systèmes finances, mais on passe un temps quand même considérable sur la comptabilité et le rétroviseur. Là, on est beaucoup plus sur des horizons qui peuvent être même très longs, puisqu'on va jusqu'en 2050. Quand on parle de neutralité carbone, on est sur des horizons extrêmement longs. Donc, les systèmes doivent prendre en compte dès la collecte et la consolidation des données prévisionnelles de manière beaucoup plus prégnante que dans les systèmes d'information financière. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un panorama rapide. Je serais tout à fait prêt à répondre à des questions sur ces sujets si on voulait approfondir, bien sûr. Merci, merci Monsieur François. Donc effectivement, merci pour ces éclaircissements pour le cas justement de la France, de l'Europe aussi. Alors, si on regarde un peu du côté du Maroc, où est-ce qu'on en est? Alors, on peut un peu rappeler les faits. On peut dire que il y a quelques années justement, les premiers rapports de développement durable sont sortis. On peut dire juste après la COP 22 en 2016 où certaines grandes entreprises ont eu cette initiative de produire ces rapports de développement durable comme action de communication, donc pour communiquer sur leur adhésion et engagement par rapport aux directives de la COP 22. Et par contre, donc, à l'époque, cette population était très marginale. Donc, cette population s'est élargie en effet après la publication de la circulaire de la MMC du 20 février 2020, qui a obligé les sociétés cotées en bourse, marocaines bien sûr, à intégrer le chapitre ESG dans leur rapport annuel. Alors, Monsieur Omar Amin, vous justifiez donc d'une expérience avérée dans le monde de la bourse à travers un parcours de 20 années sur le marché financier marocain. En tant que fondateur et PDG de la société de bourse Valoris Securities, ex-Eurobourse, et vous êtes administrateur à la bourse de Casablanca et ex-président de l'association professionnelle des sociétés de bourse. Et en 2015, vous avez fondé le cabinet Aux Finances. Donc, le cabinet Aux Finances est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement et la formation des entreprises cotées et non cotées. Et justement, donc, votre cabinet a publié en juin dernier une étude très intéressante
sur ce sujet justement de reporting donc extra-financier. Donc, cette étude a dressé un panorama des pratiques en matière de gouvernance et aussi de publication des rapports ESG sur l'exercice 2020 pour les sociétés marocaines qui font appel public à l'épargne. Alors, Monsieur Omar, pouvez-vous nous parler plus des résultats de cette étude et aussi d'après votre expérience et votre, justement, donc, votre expérience sur le terrain, comment évaluez-vous la qualité du contenu des rapports actuels? Monsieur Omar Amin, on vous entend. Oui, bonjour tout le monde. Avant de répondre à votre question, est-ce que le partage est bon? Oui, oui, oui. Très Voilà. bien. Donc, Oui. alors, vous avez fait la présentation, donc je rappelle juste que donc, notre cabinet aujourd'hui est un cabinet qui est autour donc, de l'entreprise et des marchés financiers. Nous traitons plusieurs problématiques, que ce soit en amont du marché de capitaux, en accompagnement des entreprises familiales, essentiellement des PME, des ETI, pour l'ouverture de capital ou pour pouvoir lever des fonds. Et pour les émetteurs cotés à la Bourse de Casablanca, c'est là où on rencontre toutes les problématiques et tous les sujets qui sont liés donc à la communication financière, extra-financière, essentiellement sur le volet conformité. On a accompagné plusieurs émetteurs depuis la sortie des premières circulaires de l'AMMC, la mise en place des outils de communication extra-financière et bien sûr toute la conformité et toutes les matrices de lecture entre les référentiels internationaux qui ont été choisis par les émetteurs et la réglementation marocaine. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 années de bilan par rapport à cette réglementation. Nous faisons aussi plusieurs actions de formation et de coaching dans ce sens parce que c'est une nouvelle discipline. C'est un nouveau domaine essentiellement pour les directeurs financiers qui doivent s'approprier un nouveau langage et de nouveaux termes par rapport à ces aspects-là. Alors, juste avant de répondre à votre question, il faut juste qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du Maroc ou qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années avant d'arriver un peu à l'état des lieux de cette communication. Donc, juste pour rappeler que ce sujet de développement durable, de reporting extra-financier, au Maroc ne date pas d'hier. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est récent, parce que quand on parle de reporting extra-financier, on se focalise beaucoup plus sur les sociétés cotées, sur les émetteurs faisant appel public à l'épargne. C'est comme si c'est un sujet qui est réservé à cette sphère. Ça a démarré il y a quelques années. Tout d'abord, il y a un texte de loi qui est la loi cadre qui porte la Charte nationale de l'environnement et du développement. Et ce texte extra-financier pour les entreprises comme un moyen pour pouvoir responsabiliser, contrôler, rendre compte, etc. Au Maroc, on a une stratégie nationale de développement durable qui aujourd'hui est logée au sein d'un ministère dédié. Donc avant, on avait un simple secrétariat d'État au développement durable qui était logé dans un ministère d'énergie. Aujourd'hui, avec la nouvelle ministre, Madame Leila Ben Ali, on a un ministère de transition énergétique et développement durable. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, ils ont fait la revue de cette stratégie. Donc, j'espère qu'on aura un peu plus d'impulsion politique pour pouvoir aller dans ce sens. On a un plan climat national que vous connaissez avec l'énergie solaire et tout ce qui est autour. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par la sphère privée. On a le label RSE-CGM, où depuis plusieurs années, on a les premières entreprises labellisées. Et on a donc la sphère marché de capitaux. Depuis le démarrage de la COP22 en 2016, on a commencé à avoir les premiers rapports RSE au Maroc. Ce n'était pas encore une obligation réglementaire. Les premiers rapports RSE, il y en a d'autres qui les appelaient rapports développement durable. L'AMMC, qui est aujourd'hui une autorité de marché indépendante, c'est l'ex-CDVM, avait pris les devants à l'époque
et avait lancé un certain nombre d'initiatives très intéressantes, entre autres, c'est-à-dire en attendant que les textes de loi soient là, que la réglementation soit là, la MMC a lancé par exemple l'accompagnement pour les émissions d'obligations vertes et un certain nombre d'outils de vulgarisation de guides pour les émetteurs. Alors, on a aussi des acteurs qui sont publics, donc on a parlé du ministère, on a aussi le ministère du Commerce et de l'Industrie qui aujourd'hui met l'accent sur le principal enjeu qui attend les entreprises marocaines. Parce que si on parle reporting extra-financier aujourd'hui, et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de notre expert international, aujourd'hui, il y a un enjeu clair en termes de décarbonation, en termes de taxe carbone. Et donc, on ne peut pas limiter la discussion sur le reporting extra-financier essentiellement aux sociétés cotées, aux émetteurs faisant un public à l'épargne. Elle concernera très rapidement, hein, c'est une question d'années, l'ensemble des entreprises marocaines. Et là, sur cette slide rapidement, j'essaie de résumer, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, les principaux défis en jeu de compétitivité. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on a une taxe carbone 2023, on va devoir y répondre. Et donc, je rappelle tout simplement que la taxe carbone veut dire que les entreprises marocaines qui exportent des produits en Europe va devoir se conformer à un certain nombre de normes environnementales. Donc, c'est une forme de droit de douane qu'on aura dans 1 an, dans 2 ans. Donc, je rappelle que le Maroc expédie quand même 65% de ses exportations vers l'Europe. Donc, il y a un réel impact par rapport à cette taxe carbone qui est une espèce de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça concerne plusieurs secteurs. Aujourd'hui, l'automobile, la parachimie, l'électricité, les fertilisants, l'industrie agroalimentaire et le textile. Et donc, c'est pour ça que le ministère du Commerce a lancé un certain nombre d'initiatives. On a aujourd'hui même des outils de financement au niveau de Maroc PME. Il y a un outil qui s'appelle Tatouir Croissance Verte qui aujourd'hui permet d'accompagner donc des TPME marocaines pour leur démarche avec une logique du financement, des primes d'investissement, etc. Donc, ça veut dire que le train est en marche par rapport à tous ces sujets-là. Il y a aussi un certain nombre d'obligations et de réglementations qui viennent en Europe, qui va obliger les entreprises marocaines en tant que sous-traitants d'entreprises européennes, sous-traitants ou fournisseurs ou filiales ou autres, à pouvoir répondre à des attentes en termes de développement durable, à répondre à des appels d'offres en incluant une dimension extra-financière. Et c'est des choses que je vois aujourd'hui en accompagnant des entreprises non cotées qui travaillent avec des prestataires européens. On commence à être un peu plus exigeant, non pas que sur des normes santé classiques ou sur des normes qualité classiques qu'on avait avant, mais essentiellement sur des sujets qui touchent le social, qui touchent la gouvernance. Je commence à avoir des fournisseurs étrangers qui demandent des rapports de commissaire aux comptes, qui commencent à avoir le tour de table, les aspects liés à l'organisation sociale, etc. Donc, les enjeux du reporting extra-financier ne se limitent pas essentiellement aux sociétés cotées, à public à l'épargne. Ils toucheront tôt ou tard un certain nombre d'entreprises, essentiellement celles qui travaillent à l'international. Donc, après avoir brosser un peu ce premier décor qui est très important. Je vais juste rappeler les enjeux du reporting extra-financier. Aujourd'hui, si vous voulez de quoi on parle d'un concept qui est certes nouveau au Maroc, il y a quelques années, mais c'est un concept qui est lié à des aspects de développement durable. Aujourd'hui, les entreprises on le sait, consomment des ressources naturelles et humaines extrêmement importantes pour produire des biens et services et elle impacte son environnement, elle provoque ce qu'on appelle dans un jargon technique des externalités négatives, des impacts. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là doivent rendre compte de leur performance non seulement financière, mais aussi extra-financière. Donc ça se fait à travers le reporting extra-financier, donc un certain nombre d'indicateurs en termes d'environnement social et gouvernance. Donc, et ça répond à un certain nombre d'enjeux. Donc, tout d'abord, par exemple, au Maroc, se conformer à des obligations réglementaires et piloter la démarche et la performance RSE. Quand on met en place une politique RSE dans une entreprise, on a en face de nous des parties prenantes, on dialogue avec elles,
on fixe des objectifs, des actions, et après, quand on réalise cette politique RSE, il faut bien rendre compte, et c'est aussi un outil de dialogue et d'évaluation par rapport à ces parties prenantes, y compris les investisseurs. Et les investisseurs sur le marché ont besoin de données qui sont pertinentes, normalisées. C'est pour ça qu'on parle aussi de notation extra-financière. Il y a un certain nombre d'agences qui font ça. Il y a aussi donc, toute la société civile. Donc, le sigle ESG, donc, dans environnement, social, gouvernance. Donc, la partie environnementale, c'est clair, c'est tout ce qui est lié à la politique de gestion de déchets, réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. La partie sociale, c'est essentiellement tout ce qui est lié donc, à l'organisation, ressources humaines, personnel, sécurité, droits des employés, et ça concerne aussi les chaînes de sous-traitance. Donc, c'est l'élément dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, une entreprise européenne qui sous-traite chez une boîte textile au Maroc, ben, elle va aller au-delà de la partie qualité, elle va aller à des aspects donc, de sous-traitance, de droits des employés, etc. Et il y a les aspects gouvernance qui sont importants. Aujourd'hui, par exemple, les sociétés qui sont cotées ont l'obligation d'avoir des administrateurs indépendants. On parle des sujets donc d'évaluation de la gouvernance, des sujets de parité hommes-femmes, et on a très bien avancé au Maroc avec des dispositions au niveau de la loi sur la SA, et bien sûr tous les comités RSE. Donc les parties prenantes du reporting, qui consomment le reporting aujourd'hui? Donc on a aujourd'hui des actionnaires, les fournisseurs, les partenaires sociaux, on a bien sûr les régulateurs type AMMC, la sphère financière, assurance, banque. On a aujourd'hui le territoire, les autorités, les élus locaux, ça peut être des riverains, et bien sûr la partie financière qui sont essentiellement les investisseurs socialement responsables et les agences de notation. Alors, je rappelle rapidement le cadre réglementaire parce qu'il est moins étoffé, moins sophistiqué qu'en Europe, qu'en France. Aujourd'hui, les entreprises non cotées, les entreprises classiques normales, n'ont aucune obligation d'avoir un reporting extra-financier. Au Maroc, on a fait le choix, et c'est un choix, en fin de compte, on va dire un choix d'efficacité, un choix de rapidité, d'aller vers des entreprises faisant appel public à l'épargne. Donc, je rappelle pour notre public, juste parce qu'il y a toujours des confusions, appel public à l'épargne veut dire soit société cotée en bourse, donc elle est inscrite à la cote, soit des sociétés qui vont aller lever des fonds auprès du public en utilisant des instruments essentiellement de la dette obligataire ou de billets de trésorerie. Par exemple, une société comme l'ONCF ou Tangemed, elle n'est pas cotée en bourse, mais une société qui est réputée faisant appel public à l'épargne, donc elle doit respecter les mêmes obligations qu'une société cotée, entre autres un rapport ESG. Donc, on a des rapports ESG de Tangemed, on a des rapports ESG de l'ONCF, etc., mais qui ne sont pas cotés en bourse. Donc, c'est une parenthèse rapide. Donc, le cadre réglementaire, aujourd'hui, il se fait à travers la circulaire de l'AMMC. Donc, aujourd'hui, l'AMMC est une autorité indépendante. Ces circulaires sont publiées au niveau des bulletins officiels. Donc, ils ont une force de loi. Et bien sûr, les émetteurs doivent appliquer, respecter ces circulaires. Donc, donc le rapport ESG, il est publié chaque année au niveau du rapport annuel, donc du rapport financier annuel. On l'aura cette année fin avril. Et bien sûr, l'AMMC a donné un contenu type de ce rapport, donc au niveau de sa circulaire. Et on retrouve plus ou moins les standards internationaux. On retrouve tout d'abord l'obligation de se baser sur un référentiel international qui est reconnu. Donc, l'émetteur doit dire « je me base sur quel référentiel ?» On les verra très rapidement après. Il y a aussi le deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect matrice de matérialité. C'est aussi extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'émetteur puisse identifier les enjeux très importants en termes de RSE, et ces enjeux, leur degré d'importance, leur impact, il est bien décrit dans un outil qu'on appelle matrice de matérialité. Il y a aussi les aspects de périmètre de consolidation, c'est qu'on a aujourd'hui des groupes qui sont cotés avec des filiales. Donc, et au niveau du reporting extra-financier, il faut définir quel est le périmètre qu'on traite. Est-ce qu'on traite toutes les filiales? Est-ce qu'on traite une filiale bien déterminée? Et bien sûr, si on choisit de ne pas traiter un point, il y a ce fameux principe de comply or explain. Ça veut dire que si l'émetteur ne donne pas une information au niveau du reporting, il doit en expliquer les raisons. Et donc, c'est un outil de contrôle. Donc, ça, c'est à peu près le cadre réglementaire. Pour les pays
qui sont cotés sur le marché alternatif au Maroc. Donc, je rappelle, le marché alternatif au Maroc, c'est un marché dédié aux PME, mais avec une classification qui est légèrement différente de la charte d'investissement. La PME en bourse, c'est moins de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires et non pas de 100 millions. Donc, ils sont exonérés du E et du S. Ils publient que le G. Donc, voilà donc, par rapport à un détail. Je rappelle très rapidement le contenu type d'un reporting ESG. J'invite vraiment les écoutes à aller consulter. Il y a des rapports d'excellente qualité, d'excellente facture au niveau des sociétés faisant un public à l'épargne. Vous allez trouver le 2019, le 2020, avec une nette amélioration du contenu. Bon, sur 90 émetteurs, on peut dire que la moitié est de bonne qualité et l'autre, on est dans une phase d'apprentissage, c'est normal. Il faut qu'il y ait une montée en puissance des directions financières, des équipes qui travaillent ça. Donc, le contenu type, donc, bien sûr, la partie environnement, on parle de la politique environnementale, utilisation des ressources, gestion de déchets, changement climatique, etc., finances vertes. La partie sociale, c'est tout ce qui est politique, ressources humaines, hygiène, sécurité, climat, dialogue. Gouvernance, c'est un point qui est extrêmement important et c'était une première pour nous de découvrir comment les organes de gouvernance des sociétés fonctionnent. Est-ce qu'il y a des comités d'audit? Est-ce qu'il y a des administrateurs indépendants? Est-ce qu'il y a une assiduité de fonctionnement? Et c'est sur ce point-là qui a fait l'objet de notre étude qu'on a publiée l'année dernière, donc qui est le premier panorama de gouvernance, où on a fait un travail exhaustif sur les 90 émetteurs. On a largement communiqué sur cette étude. Vous pouvez trouver des détails sur notre site Internet, où on a relevé globalement qu'il y a un effort important qui a été fait par les émetteurs, malgré un contexte Covid, de pouvoir nommer les administrateurs indépendants, de mettre en place les comités et de pouvoir donc dérouler tous ces outils de bonne gouvernance. Et à la fin, on trouve des sujets liés à l'éthique corruption, des chartes d'achat, fournisseurs et ainsi de suite. Alors, pour les référentiels aujourd'hui internationaux, je ne vais pas rentrer dans le détail. Notre expert, il pourrait apporter beaucoup plus de détails que moi. Mais ce qu'on observe sur les reportings au Maroc, c'est l'utilisation essentiellement de l'ISO 26000, qui est aujourd'hui une norme qui n'est pas certifiable, mais qui permet de mettre en place les grandes lignes directrices pour mettre en place une démarche RSE. Donc, quand on démarre de zéro, on commence par ça, par l'ISO 26000, pour pouvoir mettre en place les lignes directrices. Et on a aujourd'hui l'outil GRI, donc, qui est l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui par les émetteurs marocains, donc qui est un référencier, des lignes directrices pour pouvoir mettre en place donc le reporting ESG. Le GRI, c'est un corpus qui a été publié en 2016, c'est la version 4. Il est téléchargeable sur Internet avec 4 gros pavés. Donc les GRI 100, GRI 200, 300, 400. Et les consolideurs vont se retrouver sur une logique de travail, sur des outils, une conception des choses qui ressemble plus ou moins à un certain nombre de normes. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le reporting intégré. C'est une nouvelle tendance. Il n'y a que 2 émetteurs cotés aujourd'hui au Maroc qui l'utilisent et qui a un cadre de référence donc, qui permet de pouvoir aller vers un reporting intégré, concilier les 2 aspects financiers et extra-financiers dans une logique donc, de création de valeur. Donc, je rappelle grosso modo, donc, pour répondre directement à votre question, Madame Siam, aujourd'hui, on a à peu près 54% des émetteurs qui utilisent le référentiel ISO 26000 et on a 46% des émetteurs qui aujourd'hui utilisent les lignes directrices GRI et 2 sociétés cotées, essentiellement 2 banques qui sont allées un peu plus en avant et qui utilisent donc le référentiel donc du reporting intégré. Donc voilà par rapport à l'état des lieux. Aujourd'hui, si je veux faire un peu le lien par rapport à ce qui a été développé par notre expert, il y a un certain nombre de constats que j'ai envie de partager avec vous. C'est que quand on analyse un peu la trajectoire des réformes qui ont été faites en Europe, en France, et c'est des réformes qui ont pris du temps, qui ont été basées sur des initiatives privées, des périodes d'expérimentation, d'acclimatation, d'encadrement réglementaire,
avec des pays qui sont un peu plus en avant, la France, l'Espagne, l'Allemagne par rapport à différents pays. C'est clair que tout cela a conduit, et ça a été partagé, à un foisonnement donc, des normes et de référentiels. Aujourd'hui, quand on veut traiter ce sujet, on est un peu perdu par toute la littérature et les normes qui existent. Et c'est clair que le chantier actuel d'harmonisation européenne est un chantier qui est complexe. Donc, je me pose la question, est-ce que pour nous, au Maroc, sur les 5-10 prochaines années, est-ce que c'est le bon benchmark à suivre? Moi, sincèrement, je ne le pense pas, pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'a ni le temps de ces longues réformes, parce qu'on a des échéances 2023, on a pris beaucoup de retard par rapport à ce sujet de RSE, ni les moyens suffisants en ressources humaines. Donc, je rappelle qu'un pays comme la France, c'est tout un écosystème d'experts, avec de la recherche, avec le monde universitaire, avec des partenaires publics, privés, qui se sont développés sur ces 10-15 dernières années, qui expliquent qu'aujourd'hui, on arrive à aller vite, à faire les choses dans les règles de l'art. On n'a pas aujourd'hui cet écosystème au Maroc. Donc, pour moi, ces normes et ces pratiques ont atteint aujourd'hui un niveau de maturité et de technicité inégalé. Il faut qu'on prenne ce qui est utile comme socle de base et pour pouvoir l'appliquer. Deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas d'initiative publique au Maroc pour le développement du reporting extra-financier. On n'a pas de plateforme, on n'a pas de vrai observatoire. Le ministère, on va attendre avec notre nouvelle ministre, Mme Belali, qu'est-ce qu'elle va faire, parce qu'avant, sincèrement, c'était un ministère qui dormait dans un secrétariat d'État. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et que peut-être aujourd'hui, ça va aller un peu plus vite. On n'a pas une réelle implication donc des différents acteurs. Le reporting extra-financier aujourd'hui est limité à 90 sociétés, faisant appel public à l'épargne. On n'a pas d'obligation de vérification ou de certification. Donc, chacun publie ce qu'il veut. L'AMMC, elle contrôle par rapport à la conformité de la circulaire. Mais jusque-là, c'est tout ce qu'on a. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'obligation légale pour les entreprises non cotées. Donc, en France, ça a été rappelé, on a une déclaration extra-financière qui est intégrée dans le rapport de gestion. Donc, ce qui lui donne une force légale, parce que je rappelle que le rapport de gestion, il est préparé et validé par le conseil d'administration, il est soumis à l'Assemblée générale et il est surtout soumis à la vérification des comptes. Et en France, on a développé tout un corps de métier pour pouvoir contrôler donc, ces différents rapports. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, des organismes tiers donc, indépendants et qui sont essentiellement composés donc, de cabinets d'experts comptables. On a une utilisation marginale de l'information extra-financière dans les notes de recherche. On a eu 2 années de publication, 2019. Vous examinez l'ensemble des notes de recherche publiées au niveau du marché, des sociétés de bourse ou des banques d'affaires. On reste sur les dimensions financières classiques. On fait des prévisions, on met des DCF, on met des évaluations cibles, on traite les prévisions, mais on n'évoque pas tous ces aspects donc, extra-financiers dans l'analyse financière ou dans l'évaluation qui est faite. La notation extra-financière, on a l'agence Vigeo qui est présente au Maroc, mais c'est limité à des grands groupes privés et sincèrement, elle est très peu utilisée par les investisseurs. Il y a aussi un autre aspect qui, des fois, sincèrement, il me dérange. Je ne comprends pas pourquoi les entreprises labellisées CGM, qui affichent de très jolis tableaux à l'entrée de leur bureau, ne publient pas systématiquement de rapports extra-financiers, sachant qu'aujourd'hui, on a des boîtes cotées en bourse qui ne sont pas labellisées RSE CGM et qui publient. Donc, on peut peut-être aller dans ce sens. Et les entreprises publiques, ce que j'appelle à vocation commerciale, aujourd'hui, ne réalisent pas de rapport extra-financier, sachant que c'est une recommandation du Code de bonne gouvernance des entreprises publiques. Donc, voilà un peu les principaux constats. Et sur cette base-là, j'ai des propositions, des idées pour pouvoir aller dans le sens d'une convergence vers les standards internationaux. Vous voulez intervenir, Madame Siham, ou je continue? Est-ce qu'on a des questions en fait qui proviennent de notre public? Alors, je voudrais juste clôturer sur un élément important, si vous permettez. C'est sur la base de ces constats.
Moi, j'ai identifié un certain nombre de leviers pour pouvoir converger vers ces standards internationaux à la lumière de l'expérience européenne et française, on va dire, sur ces 10 dernières années. Pardon? Alors, donc, à la lumière de cette expérience, depuis les premiers textes de loi en Europe, en France, qui ont concerné les sociétés cotées. Après, on est passé à un certain nombre de directives européennes. Moi, j'ai identifié 10 leviers. Je vais aller à des aspects essentiels. Pour moi, le passage par la voie réglementaire, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le temps de longues réformes et de faire donc ce qui s'est passé en Europe. Moi, je reste convaincu qu'il faut aller par la voie réglementaire et identifier un seuil, éventuellement le seuil de 500 millions de dirhams, qui aujourd'hui permet de distinguer entre des entreprises côté marché principal et alternatif, qui correspond plus ou moins à 50 millions d'euros. Hein, c'est le seuil PME en Europe. Premier élément, c'est vraiment d'instaurer une obligation légale de publier des informations extra-financières, s'inspirer de ce qui s'est passé en France avec la déclaration extra-financière, peut-être l'adapter au contexte marocain, mais instaurer pour des entreprises d'une certaine taille de pouvoir publier dans le rapport de gestion ou le rapport de gérance. Donc là, il faut aller sur des amendements du Code de commerce, de publier des informations extra-financières par rapport à ce que fait ces sociétés. C'est anormal qu'on ait des entreprises qui font 600, 700 millions, 1 milliard de dirhams de chiffre d'affaires, qui sont impactants dans leur secteur, qui font des rejets d'eau dans des rivières, qui ne respectent aucune règle en termes d'environnement, que ces entreprises-là ne soient ni contrôlées par les autorités locales, régionales, ni interpellées par la société civile, ni rien du tout. Il y a un laisser-aller, il suffit de sortir dans la région de Casablanca, Brchid, Hadsoualem, et de voir les dégâts qui sont faits. C'est des entreprises qui profitent de subventions de l'État, d'aide, et qui sont là, pignon sur rue, au moins commençant par les obliger à communiquer sur un certain nombre de choses. Et le fait que ça soit dans un rapport de gestion, ben c'est de la responsabilité juridique et ça peut impulser ce mouvement. Deuxième élément, c'est aussi instaurer dès le départ, il ne faut pas prendre du retard quand ça s'est fait dans d'autres pays, l'obligation de faire une revue limitée de conformité de ce rapport. Parce que je vois autour de moi ce qui se fait sur ce qu'on connaît aujourd'hui, les rapports hygiène et sécurité qui sont déposés par les entreprises, c'est du n'importe quoi, c'est des tableaux parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, si on veut aller de manière sérieuse sur ces prochaines années, une boîte qui a plus de 500 millions de dirhams, c'est une boîte qui est organisée, qui a des équipes, qui est habituée à rendre des comptes quand elle est certifiée ISO ou autre. Ça ne lui poserait aucun problème à préparer une déclaration extra-financière et à la faire contrôler par un tiers. Et ça peut être, par exemple, son commissaire aux comptes. Troisième mesure rapidement, c'est que autour de cette loi que j'ai présentée au départ sur le développement durable et autour de cette stratégie de développement durable qui va s'achever en 2030, on a une dizaine de textes de loi au Maroc qui sont aujourd'hui inefficaces. On a des textes pour tout ce qui est des pollutions d'eau, on a des textes pour l'air, pour le climat, pour les territoires. Ils sont dépourvus de sanctions. Donc, je ne peux pas aujourd'hui développer de la RSE, du reporting extra-financier, si je ne parachève pas tous ces textes-là et mettre en place des mécanismes de sanctions efficaces. Parce que la sanction efficace va nous permettre de dévoiler toutes ces entreprises-là qui ne respectent pas. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'obligation des entreprises labellisées CGM de publier. Ils peuvent utiliser le référentiel ESG de la MMC. Il est très simple. On a un vécu. Il n'y a aucune raison pour que des boîtes de 100 millions de dirhams ou de 200 millions de dirhams publient et que des boîtes de 1 milliard de dirhams labellisées ne publient pas. Il faut que le ministère de tutelle lance des initiatives. Et là, on voit qu'en France, c'est ce qui a permis de créer cet écosystème. Donc, je parle sous le contrôle de notre expert. C'est que pendant des années, tous les politiques qui se sont succédés ont réellement encouragé des initiatives à travers des plateformes collaboratives et à travers un certain nombre de choses. C'est clair que tout ça doit être traité par une instance de coordination,
que ce soit observatoire, au comité national ou autre. Le rôle des experts comptables, pour rester sur des thématiques financières et de consolidation, il faut que les experts comptables et le Conseil national de comptabilité se mobilisent pour mettre en place une norme nationale. Moi, je pense qu'on aura encore 1 an, 2 ans au niveau européen pour arriver à quelque chose qui est simple, lisible. Est-ce qu'on va aller vers une norme harmonisée ou autre? Mais je pense qu'on n'a pas on peut compliquer la vie. Il faut aller vers une norme nationale simple, adaptée, et après, on pourrait la converger progressivement vers les standards européens. C'est comme aujourd'hui, on a des normes marocaines de consolidation, on a un plan comptable ou autre, mais on peut faire le choix d'aller vers des normes internationales progressivement et laisser les entreprises cotées de grande taille choisir un référentiel international si les parties prenantes l'exigent, les agences de notation ou autres. Il faut mettre l'accent sur la formation, sur la vulgarisation. Et dernier élément qui est très important, c'est le rôle du système financier. Développer des solutions de financement durable, mettre des mécanismes de garantie. Aujourd'hui, on a des établissements de garantie extrêmement importants qui traitent des dossiers de quelques centaines de millions de dirhams où on demande des études d'impact environnemental. Ça ne coûterait rien à demander à ces sociétés-là de pouvoir systématiquement, par force de loi, de publier un reporting extra-financier. Donc, pour résumer, on a le choix soit d'aller lentement en suivant les trajectoires internationales, en benchmark, on sort norme 1, norme 2, et ça va prendre 10 ans, 15 ans. Soit on va y aller vite, un fast track, en mettant l'effort qu'il faut en termes de réglementation. On a l'expérience AMMC avec les émetteurs, elle est concluante, on a des rapports de qualité. Il y a aujourd'hui les entreprises au Maroc de plus de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, on n'aura pas des dizaines de milliers, on aura, allez, un petit millier. En France, si je me trompe, la déclaration extra-financière concerne aujourd'hui 3500 entreprises. Donc, on ne parle pas de centaines de milliers d'entreprises, on parle de milliers d'entreprises, mais qui, aujourd'hui, parmi elles, des entreprises qui font des dégâts, qui ont un impact sur leur environnement, les entreprises publiques ou privées aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, donc, par rapport au contexte marocain et un peu le lien par rapport à ce qui a été présenté par notre éminent expert. Merci beaucoup, Monsieur Omar, pour ces éclaircissements justement et aussi pour votre vision par rapport donc à l'avenir de ces réglementations et de ces pratiques. Ce qu'on retient, et d'ailleurs une question, je pense que vous avez répondu à la question, c'est qu'on est là à 90 émetteurs qui font des rapports donc extra-financiers. Donc c'est un échantillon qui n'est pas tout à fait représentatif comme vous avez dit. Donc finalement, l'idée, c'est un peu d'impliquer non seulement les acteurs financiers, mais peut-être aussi les instances politiques, donc que ce soit tout un écosystème qui adhère justement donc à cet exercice. Et que, comme vous avez dit, là, on est un peu à un stade qui est assez volontariste et que c'est-à-dire cet exercice n'est pas accompagné d'obligations, de sanctions, peut-être comme la MMC l'avait signalé dans son guide RSE, il y a l'approche name and shame peut-être qui pourrait être envisagée, donc de lister de ces sociétés peut-être qui ne se conforment pas ou qui ont encore des qualités de rapport médiocres, peut-être les nommer, pour les inciter à se conformer, donc publier cette liste et inciter ces entreprises à se conformer dans le futur et à améliorer la qualité de leur rapport. Et comme vous avez dit aussi, là, il faut qu'on adapte le référentiel à notre contexte et à notre écosystème, que ça soit plus pragmatique. Et puis, alors là, je reviens justement vers aussi M. François. Donc, on a parlé de l'audit. C'est quelque chose qui ne se fait pas, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas donc obligatoire, j'imagine, chez nous. Mais peut-être que, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cet audit et de reporting extra-financier, c'est-à-dire effectivement cette obligation d'instaurer un audit de reporting extra-financier à l'instar des rapports financiers serait en soi-même une obligation pour inciter justement les entreprises à adhérer à cet exercice et correctement, c'est-à-dire avec la qualité attendue. Oui, alors l'audit en France, la France est un des pays en pointe sur ce sujet puisque la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, doit faire
C'est obligatoire l'objet d'une revue en fait par des organismes tiers indépendants, des OTI, qui sont en général les auditeurs financiers en fait de l'entreprise, mais pas nécessairement. Donc vous avez des acteurs spécialisés, mais cet audit est obligatoire. Sur le plan mondial, au niveau de la CSRD, d'abord en Europe et puis ensuite l'ISSB, ben, on verra ce que publiera l'ISSB. Pour l'instant, en général, ce qui est publié est revu pour donner une crédibilité quand on est sur des marchés ouverts où on veut attirer en fait de la finance par exemple ou convaincre des parties prenantes. On est quand même de manière volontaire audité. Donc, s'il y a des études qui montrent qu'en fait, la plupart en fait, des éléments publiés des grandes entreprises, des sociétés cotées, font auditer leur rapport. Mais c'est obligatoire, oui, en France pour les DPEF. D'accord, très bien. Alors, je reviens juste, alors, justement, donc, aux questions qui ont été posées. Je pense que là, on Alors, va… juste, si vous permettez, Siam, Oui. Mhm. juste par rapport à ce point qui est lié à l'audit, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut impliquer impérativement donc les experts comptables. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, par exemple, en France, il y a un travail qui a été fait, par exemple, par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui a émis un avis technique sur les diligences relatives à cette déclaration extra-financière. Et quand on lit ces documents-là sur comment ça doit être fait, on a aussi un document de l'AFNOR, etc. Ce n'est que ce type de corps de métier qui a déjà une expérience extrêmement intéressante sur la partie normalisation comptable, sur la partie norme internationale. Donc, il y a un chemin, il y a des méthodologies éprouvées qui ont été faites qui peuvent facilement s'adapter par rapport à ce type d'audit extra-financier. Le commissaire aux comptes connaît l'entreprise. Bien sûr, on peut avoir d'autres experts tiers parce que c'est clair qu'il y a des entreprises où les rapports extra-financiers sont très étoffés, touchent des sujets où peut-être on n'a pas toute la compétence nécessaire. Mais moi, j'insiste sur ce point. Et il faut aujourd'hui, quand je discute avec des experts comptables, membres de l'ordre national marocain, aujourd'hui, ce sujet, oui, il y a du reporting extra-financier chez les sociétés cotées. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je dis, on n'a pas le temps d'attendre. Il y a un temps de mise en place des réformes, il y a un temps d'apprentissage au niveau des compétences. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain prendre un expert comptable et le changer en quelques mois, connaisseur de tous ces éléments-là. C'est pour ça que j'insiste sur la notion d'écosystème. Et cet écosystème, pour le démarrer, avec toutes les parties prenantes, c'est clair que l'impulsion politique, l'initiative prise par les autorités publiques, elle est déterminante. Sinon, on va rester sur de la cosmétique, un observatoire par ici, un label par là, une petite conférence par là. On va pas avancer dans ce sens. Très bien. Ben, merci, merci, Monsieur Omar. Je pense qu'on a fait le tour un peu des différents sujets, des différentes problématiques aussi. Il y a une ou deux questions qu'on a reçues, justement. Alors, donc la première question, c'est par rapport au référentiel. Donc, la question, c'est quels sont les critères de choix pour le choix justement d'un référentiel ou d'un autre? Je ne sais pas, Monsieur François, si vous pouvez répondre. Vous avez cette panoplie de référentiels, donc si vous pouvez éclaircir la personne par rapport à cette question-là. Sur les référentiels, on a une approche un peu universelle, et donc vous avez cité le GRI qui est largement utilisé au Maroc. C'est le cas au plan mondial également. Donc des référentiels qui ne sont pas forcément par secteur d'activité, mais qui sont universels et qui permettent d'établir un cadre qui est déjà mature en fait. L'intérêt des normes GRI, la version 4, le G4 avec des lignes directrices, c'est que vous avez des indicateurs, vous avez un certain nombre de choses qui sont déjà établies et que vous allez pouvoir suivre et qui devraient être applicables à tout type d'entreprise ou d'organisation. Et vous avez ensuite des référentiels qui sont plus ciblés par secteur d'activité, ce qui était l'approche du SASB américain, par exemple,
pour les entreprises américaines qui ont établi des standards par type d'activité. Donc là, c'est un choix. Mais vous pouvez d'ailleurs panacher les deux. Hein. Ce qu'on retrouve, c'est un multiréférentiel dans un certain nombre de rapports publiés. Donc, les choix de référentiel, vraiment, la grande question, c'est est-ce qu'on reste à un niveau général ou est-ce qu'on va rentrer dans un secteur d'activité pour pouvoir se comparer avec ses concurrents, en fait. Et donc, le choix du référentiel, c'est aussi comprendre ce que font les autres. Parce que je rappelle quand même, et c'est peut-être un peu ce par quoi je voulais conclure, c'est quels que soient les référentiels, l'objet, ce n'est pas d'avoir un référentiel, c'est de répondre aux attentes. Et donc, il faut choisir le référentiel qui est le plus reconnu par rapport au positionnement de son entreprise. Et des attentes, notamment puisqu'on a un public plutôt financier, aujourd'hui des marchés financiers, des investisseurs, des banques, des assureurs, etc. L'organisation aujourd'hui de l'Union européenne et de la transformation verte des activités, elle est axée sur le fait qu'on veut orienter la finance et les investissements vers des investissements et des entreprises qui sont vertueuses. Celles qui ne sont pas vertueuses devraient être écartées à terme d'un certain nombre de financements. Elles ne seront plus attractives. Et ces entreprises-là se posent pas mal de questions. Donc ça veut dire que, de manière générale, sur la question des référentiels, il faut aller dans le vent de ce qui se fait le mieux dans son secteur d'activité. Et si on n'a pas de vision très claire de cela, de toute façon, il y a le référentiel GRI que vous avez cité, par exemple, est très universel et permet de répondre. Oui, effectivement. Alors, là, il y a une autre Alors, il y a question. aussi, si vous permettez, juste le degré de maturité de la politique RSE au sein de l'entreprise est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés marocaines où la RSE s'était limitée à des actions extrêmement simples. C'était beaucoup plus une action de communication corporate que d'autres. Mais quand on veut démarrer de manière sérieuse, c'est clair que l'utilité de l'ISO 26000, qui est comme j'ai dit, des lignes directrices pour pouvoir mettre en place les choses, elle est extrêmement importante parce que ça permet tout d'abord aux équipes en interne de pouvoir s'approprier le sujet, de bien s'organiser et d'avoir une terminologie qui est usuelle. Après, effectivement, le GRI 4, il faut éviter de construire dès le départ des usines à gaz. Ce qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup d'émetteurs cotés, c'est qu'on a de très jolis rapports avec de très jolis indicateurs, mais que les équipes elles-mêmes en interne ne les comprennent pas, ne se les approprient pas. Et on est beaucoup plus dans une logique de publier. Alors, dès que vous commencez à faire des matrices, de ce qu'on appelle des matrices de conformité AMMC ou des matrices par rapport au GRI, là, on est un peu perdu. Donc, à mon avis, il faut passer par l'ISO 26000, comprendre, mettre en place les choses, avoir une vraie politique RSE qui vit, avoir de vraies réalisations et pouvoir progressivement, en mettant en place le GRI, prendre le temps d'apprentissage. Mais comme ça a été dit, ce n'est pas une fin en soi juste d'avoir un rapport extra-financier. Ben, il faut qu'il sert pour répondre aux attentes des parties prenantes et surtout que ça soit un outil qui est au service de la gouvernance de l'entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le conseil d'administration d'une société cotée ou autre doit pouvoir utiliser cet outil-là pour pouvoir piloter et créer de la valeur. C'est ça, donc, pour moi, l'aspect le plus important. Une autre question, vous voulez dire? Alors justement, je pense que, alors il y a Monsieur Karam qui voulait intervenir. Monsieur Karam, vous avez levé la main si vous pouvez intervenir. Vous Oui. avez une question? Bonjour à toutes Oui. et à tous. Moi, ma question, elle est destinée à Sermar. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir sur plutôt, au lieu d'inculquer une politique de reporting extra-financier à aujourd'hui, vers plutôt une politique de transparence financière extra-financière? Parce que si on passe par la transparence financière, déjà qu'il y a un manquement au Maroc aujourd'hui, est-ce que ça n'imposera pas indirectement ces émetteurs-là à investir dans de la ressource humaine pour pouvoir réaliser ce reporting, faire monter en compétence l'écosystème des compétences marocaines, et puis par la suite disposer d'outils d'information, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur Lenoir, c'est que généralement les émetteurs, ils investissent dans des outils de conso de reporting type EPM, et dans lequel ils peuvent matérialiser finalement leur reporting RSE. Est-ce qu'il
faudrait pas peut-être, avant d'aller sur un reporting extra-financier sur lequel, vous l'avez bien confirmé, on est un peu en retard au Maroc, sur de la transparence financière et puis bifurquer sur une transparence extra-financière par la suite et procéder par étapes? C'est une très très bonne question. Je suis à 100% d'accord avec vous, sauf que les parties prenantes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand on parle de transparence financière et par rapport à la cible que j'ai évoquée, donc qui est la cible, on va dire, d'entreprise plus que 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, pour moi déjà, il y a une première problématique, c'est qu'on n'a pas d'obligation de consolidation des comptes au Maroc avec tous les aspects liés à l'intégration fiscale, etc. Donc aujourd'hui, vous avez des groupes marocains qui, le chiffre d'affaires consolidé existant est supérieur à 500 millions, mais quand on prend le bilan social de cette holding, on va trouver peut-être 10 ou 15 millions, peut-être moins des dividendes qui remontent. Donc, on a déjà cette première problématique. Transparence financière, oui. Aujourd'hui, on consulte les bilans, on peut aller récupérer les rapports de gestion, les PV d'assemblée, mais quelque part, on va dire la partie prenante, c'est l'actionnaire et c'est les impôts et c'est les banques. Et entre ces trois, ben, ils arrivent à se retrouver, la banque arrive à retraiter les chiffres, arrive à se prémunir pour le risque en termes de garantie, etc. Quand on parle reporting extra-financier, le périmètre est large. Donc, j'ai parlé, par exemple, de toutes les entreprises industrielles aujourd'hui qu'on retrouve, qui bénéficient de subventions d'État, d'aides, de financement, etc., et qui aujourd'hui ont un impact extrêmement nocif, négatif par rapport à leur environnement. Donc, l'intérêt de généraliser le reporting extra-financier pour une catégorie d'entreprises impact est réellement un intérêt beaucoup plus macro parce que on peut parler de RSE, de développement durable, avoir de belles stratégies, de beaux discours, mais si on ne passe pas à la réédition des comptes, à la responsabilité, à des sanctions, ça n'ira nulle part. Et la preuve, au niveau de la transparence financière, quand on a commencé à informatiser, à mettre à ce que la direction des impôts ait la data qu'il faut pour contrôler, etc., on voit aujourd'hui que c'est très compliqué de faire du noir, que c'est très compliqué de jouer avec les factures. Le trafic devient compliqué. Ça n'enlève pas toutes les optimisations fiscales qu'on peut avoir, etc. Il faut qu'on aille dans le même sens, mais c'est clair qu'à la fin, on va se retrouver entre transparence financière et quelque part durabilité de l'entreprise, on va se retrouver avec des entreprises qui sont responsables et qui aujourd'hui peuvent accéder à des financements, peuvent accéder à des marchés, peuvent accéder à des donneurs d'ordre, à des fournisseurs, parce qu'elles sont, on va dire, à des normes de gouvernance et de responsabilité comprises par tout le monde. Moi, je le vois par exemple chez des PME OTI marocaines, dès qu'elles commencent à avoir un vrai rapport de commissaire aux comptes, un vrai rapport d'activité, et l'envoie à son prestataire ou fournisseur étranger, ou client étranger, la relation change. Il y a plus de confiance qui s'installe, il y a plus de dialogue qui s'installe sur des choses intéressantes. On met en place des chartes d'éthique, on met en place des chartes fournisseurs. L'implémentation d'une vraie RSE au niveau de l'entreprise, elle a un impact sur la performance commerciale et financière. Mais il faut y croire et il faut que les instances de gouvernance s'y mettent. Alors, si je peux me permettre aussi, je réponds à cette question-là. Ça a été le sujet de 2021, votre question est particulièrement et votre remarque intéressante. Quand je parle de la taxonomie où on dit la part verte sur notamment les sujets climatiques, du chiffre d'affaires, des investissements et de certaines dépenses, on est typiquement à la charnière entre le système financier et extra-financier. Une entreprise marocaine filiale d'un groupe maintenant coté en Europe va devoir reporter elle-même dans le système interne de l'entreprise, dans ses activités, la quote-part de ses activités qui sont éligibles à cette taxonomie. Donc on a déjà, mais c'est déjà le cas, hein, c'est 2021 appliqué en 2022. On ne le sait pas encore, mais le rythme va monter, s'intensifier. On n'en a pas encore pris conscience, mais d'ici 2023 ou 2024, ce reporting va être généralisé. Donc, pourcentage de chiffre d'affaires, pourcentage d'investissement, pourcentage de certaines dépenses allouées sur des activités définies par l'Union européenne à travers le monde dans toutes ses filiales. Donc, on a déjà des choses qui sont très concrètes, qui se mettent en place et qui viennent des référentiels internationaux. Et les entreprises marocaines jouent un rôle mondial. Hein, ce sont de larges entreprises qui sont dans des écosystèmes très larges et dans des chaînes de valeur, dans de la sous-traitance.
vont être soumises, bien sûr, à ces sujets-là, et leurs systèmes d'information financiers vont devoir être aménagés pour répondre à ces nouvelles obligations. Je veux juste compléter, effectivement, c'est le cas. Aujourd'hui, les entreprises textiles, par exemple, dans le nord du Maroc, donc si vous avez suivi les événements il y a 2 semaines, il y a eu des événements dans ce sens, les donneurs d'ordre internationaux européens commencent à leur demander un certain nombre d'informations, de détails sur ces différents aspects. Donc ça vient, c'est une question de temps. Et donc si on n'est pas prêt, ben on va avoir ce défi de compétitivité par rapport à nos concurrents le plus tôt possible. Exactement, parce que en fait, vu les relations économiques justement, donc les choses qui sont accélérées aujourd'hui en Europe, donc vont sans doute accélérer aussi l'exercice auprès des pays du reste du monde. Parce que comme vous dites, donc ce n'est plus donc une information complémentaire à fournir, ce n'est plus se référer à la réglementation, mais c'est aussi un levier de compétitivité, c'est-à-dire il faut se plier aux exigences des donneurs d'ordre pour rester sur le marché. Alors, je pense qu'on doit malheureusement clôturer donc, ce webinaire. Alors, juste une dernière question là, que je vois. Donc, c'est une question qui est adressée à nos deux intervenants par rapport aux sanctions. C'est-à-dire concrètement, quelles sont les sanctions de non-respect des obligations de reporting extra-financier au Maroc et en France? Rapidement, si vous pouvez juste en 2 minutes nous répondre par rapport à cette question avant de clôturer notre webinaire. Alors, monsieur... Alors, en France, vous n'avez pas de sanctions directes, mais c'est les sanctions qu'aurait un rapport de commissariat aux comptes. Bon, vous devez faire auditer vos comptes. Là, vous devez de la même façon faire auditer par un OTI vos données extra-financières. Mais la sanction, c'est surtout une sanction de marché. Hein. Ne cherchons pas des responsabilités. Il peut y avoir de la responsabilité civile, il peut y avoir de la responsabilité pénale. Vous avez une affaire qui s'appelle Orpea en France en ce moment. Hein. Des maisons de retraite qui ont été notées financièrement très correctement en matière ESG et qui révèlent, et je ne suis pas là pour dire qu'il y a véritablement un scandale ou non, mais qui fait que le directeur général a été limogé et que le cours de bourse a dû perdre, on doit être à 50% aujourd'hui. Hein. Donc les vraies sanctions, c'est celle-là. Je ne veux pas rentrer dans le débat du juridique, etc. Il y a des droits dans chaque pays qui vont être mis en place. Le Maroc le mettra en place. Mais ça n'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est la sanction sur la politique de l'entreprise, sa crédibilité et son insertion dans ces écosystèmes dont vous parliez. Très bien. Effectivement, je pense... Alors, au Maroc, pour les émetteurs qui sont soumis au contrôle de l'AMC, si vous ne publiez pas de rapport donc ESG, donc c'est un manquement donc, par rapport aux obligations d'information. Et là, il y a des sanctions qui sont classiques. Ça peut être un avertissement de la MMC et des sanctions à peu près donc, autour de 5 000 dirhams par jour de retard. Maintenant, ceux qui publient des rapports non conformes, c'est clair que donc, la MMC épluche les rapports, regarde la conformité. Aujourd'hui, la MMC, elle est dans une démarche, on va dire, de pédagogie, de mise en place. 2 années ne sont pas suffisantes. Je rappelle que le premier rapport 2019 a été publié en plein Covid, en avril 2020. Mais je pense que dans les prochaines années, les choses vont s'accélérer. En dehors de cette sanction, donc je rejoins ce qu'a dit notre expert, la sanction est une sanction marché pour moi, est une sanction investisseur. Donc c'est tout le principe de divulgation. Il faut qu'on arrive à un moment à mettre en place des palmarès, à pouvoir afficher les bons élèves et les mauvais élèves. Et la sanction doit venir des investisseurs, des financiers et du marché. Par rapport au non-coté, moi, je pense qu'il faut aller sur des sanctions un peu plus efficaces pour pouvoir impulser donc, ce mouvement de modernisation. Très bien. Alors, donc, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Donc, ce qu'on retient comme conclusion, et puis c'est peut-être l'occasion de faire appel justement aux acteurs économiques, politiques aussi au Maroc pour repenser un peu cette réglementation
de sorte à l'asseoir donc de plus d'obligations, plus de sanctions, qui ne va que améliorer cette qualité, qu'on ait plus de transparence, de matérialité dans nos reporting extra-financiers et étendre ce champ d'application justement aux autres sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne, mais qui sont aussi de taille importante, comme a dit M. Omar, et qui emploient donc des milliers de salariés qui ont un fort impact sur l'environnement et qui font aussi des milliards de chiffres d'affaires. Donc, on aimerait bien voir encore plus de rapports, plus d'informations aussi de qualité contenues dans ces rapports. Monsieur François Lenoir, Monsieur Omar Amin, je vous remercie pour vos éclaircissements et puis votre temps. Et je remercie l'ensemble des participants à ce webinaire. Alors, encore une fois, ce webinaire a été enregistré. Donc, pour ceux qui ont raté une partie de ce webinaire ou qui veulent revoir le replay, donc ça sera bientôt disponible sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux, bien évidemment, de la MCF. Donc, merci et très bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.